Nous sommes à la station de maintenance des vaisseaux spatiaux interplanétaires où ils sont préparés pour des vols hors du système solaire. Non, ici on fait quelque chose de bien plus important. On teste ici les équipements haute tension de l'usine Isolateur, essentiels tant pour le lancement des vaisseaux spatiaux que pour l'éclairage domestique. Nous allons maintenant vous montrer une usine dont tout le pays peut vraiment être fier. L'usine Isolateur a été fondée en 1896 et est l'une des plus anciennes entreprises électrotechniques de Russie. Elle a survécu à la révolution, aux guerres, aux crises, et sans sa production, il aurait été impossible d'électrifier le pays, d'industrialiser, de construire tous les principaux sites énergétiques, des grandes centrales hydroélectriques de l'époque socialiste jusqu'aux centrales nucléaires modernes. En 130 ans d'histoire, l'entreprise n'a changé de site qu'une seule fois. En 2007, elle a déménagé de la ville exiguë de Moscou vers le district municipal d'Istra, dans la région de Moscou. C'est cette usine que nous allons vous montrer aujourd'hui, mais d'abord, nous allons vous donner un bref aperçu de ce qui y est produit. Pour arriver jusqu'à nos appartements, l'électricité doit parcourir un chemin depuis son lieu de production en passant par des lignes de transmission et des postes de transformation élévateurs et abaisseurs. Et à chaque étape où le courant doit traverser la paroi d'un objet mis à la terre, il doit passer par ce qu'on appelle une traversée. C'est-à-dire un conducteur isolé et hermétique qui amène la haute tension à l'intérieur de l'équipement ou du bâtiment sans provoquer de claquage à la terre. Voilà, de telles traversées haute tension pour courant alternatif et continu avec des classes de tension allant jusqu'à 1150 kV sont non seulement fabriquées, mais aussi conçues, entretenues et constamment améliorées à l'usine Isolator. La traversée elle-même, pour simplifier, se compose d'une couche d'isolation interne et externe. L'isolation interne est créée en enroulant un papier électro-isolant spécial avec des feuilles d'aluminium ou des couches semi-conductrices placées entre les couches. Dans certains cas, une fibre de polyester spéciale est utilisée à la place de l'isolation en papier. C'est déjà l'opération finale, pratique, oui. Le noyau est complètement enroulé et il se prépare à être retiré. Les ouvriers ont collé une couche, maintenant ils vont enrouler plusieurs couches de protection et le noyau sera ensuite transféré pour un traitement ultérieur. Après cela, le noyau est placé dans un autoclave, un récipient dans lequel un vide est créé et il est imprégné d'un diélectrique liquide. Cela permet d'éliminer l'air et l'humidité de l'épaisseur de l'isolation. Et ce n'est qu'après cela que la procédure de polymérisation est effectuée, ce qui transforme l'isolation en un monolithe avec les propriétés requises. Ici arrivent déjà les noyaux, préparés pour l'imprégnation avec le composé époxy. Le couvercle se ferme et le remplissage a lieu. L'opérateur surveille, à travers ses fenêtres d'observation, le remplissage des noyaux avec le composé. Après que la carcasse a été remplie, l'opérateur coupe l'alimentation de cette carcasse, surveille pendant un certain temps, puis le noyau est transféré d'ici vers les chambres de polymérisation et d'imprégnation situées à côté de nous. Ce sont les chambres où justement nos noyaux sont imprégnés et polymérisés. Il y a une mise sous vide et un chauffage. Et ensuite, le programme d'augmentation de la température commence. Le chauffage se poursuit jusqu'à la température requise. Le processus débute à la température de polymérisation. Le produit est maintenu à cette température pendant un certain temps. Ensuite, il est lentement refroidi. Refroidissement lent. À la fin du cycle, un signal retentit, le produit est prêt, on peut ouvrir la chambre et retirer le produit. Comme des petits pains chauds. Oui, presque comme des petits pains chauds. C'est une pièce après les étapes de polymérisation? Absolument exact. C'est ce que nous avons enroulé, imprégné, polymérisé et qui est sorti du four. Nous les avons donc préparés pour l'inspection et pour l'usinage ultérieur autour. Dans l'atelier d'usinage, le noyau isolant prend la forme géométrique requise. Ensuite, il est vérifié par un contrôleur et transmis aux opérations de perçage pour l'entrée de mesure et au vernissage de la partie qui sera en contact avec l'huile du transformateur. La partie vernie est extérieurement impossible à distinguer du bois.
Cela crée l'illusion que c'est du bois, mais en réalité, il s'agit de notre carcasse isolante, oui, protégée par 2 couches de vernis spécial pour la protéger de l'humidité de l'air lors du montage. Tout peut arriver, des retards sont possibles. C'est justement pour empêcher l'humidité de pénétrer à l'intérieur que nous imprégnons notre carcasse de vernis à l'extérieur. Toutes les entreprises concurrentes ne le font pas, mais nous suivons cette méthode. Parce que la Russie est très vaste et que chaque région a ses propres facteurs climatiques. L'entrée possède non seulement une isolation interne, mais aussi une isolation externe. Elle est toujours réalisée sous forme de coupelles ou d'ailettes, comme on les appelle correctement. Elles permettent d'éviter ce qu'on appelle un contournement de surface et d'assurer le bon fonctionnement de l'équipement, en protégeant l'isolation interne contre la saleté et l'humidité. À l'usine, une technologie a été développée permettant d'appliquer directement les ailettes en polymère sur le noyau isolant. Vous avez dit que le revêtement extérieur est en polymère. Je me souviens qu'il y en avait un en céramique. Il a commencé maintenant. Non, nous l'avons toujours. Mais nous donnons aux clients le droit de choisir. En effet, l'isolation en porcelaine est connue depuis plus de 100 ans. La porcelaine peut être endommagée, elle peut se casser, n'est-ce pas ? Voilà, et l'endommagement d'une ou plusieurs nervures peut entraîner la destruction complète de l'enveloppe en porcelaine. Regardez, nous pouvons facilement casser une nervure. On peut l'écraser et la nervure ne subit aucun dommage. Elle revient ensuite à sa position initiale. Je pense aussi que c'est bien plus léger. C'est plus léger et aussi plus pratique à monter, car cela permet même de comprimer un peu ces nervures. La seule chose ici, c'est l'utilisation de suspentes non métalliques. Oui, pour éviter de le percer avec du fil métallique, on utilise des élingues en polyester. Les élingues en polyester sont aujourd'hui quasi omniprésentes. Après l'isolation extérieure, la traversée est transférée à l'atelier d'assemblage, où elle devient un produit fini. On ajoute la tige conductrice, les brides, les joints et si nécessaire, on remplit avec un matériau de remplissage. À chacune des étapes mentionnées ci-dessus, un contrôle qualité rigoureux est effectué car le coût d'une erreur est très élevé. Et après l'assemblage, l'entrée terminée est envoyée dans ce fameux laboratoire d'essai qui ressemble plus à une base spatiale. Ici, l'ensemble des essais électriques est réalisé. On y simule aussi bien les impulsions de foudre que les impulsions de commutation. C'est-à-dire que toute la gamme des exigences que nous devons respecter avant la sortie de notre produit est vérifiée ici. C'est le test le plus important pour nos produits. Chaque produit passe obligatoirement par cette étape chez nous. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé que quand là-bas, vous vous souvenez, la direction va actionner l'interrupteur. Ici, ils vont paniquer. C'est tout à fait... Ça va commencer, il va y avoir une sorte de lueur, mais en réalité, extérieurement, il ne se passe rien du tout. Si les produits, Dieu merci, sont bien fabriqués, oui, et que l'ouvrier à chaque poste a bien fait son travail comme il faut, et a accompli tout ce qu'il fallait, oui, alors oui. En général, il n'y a pas ici d'effet sonore ou lumineux important. Dans la pièce voisine, il y a un autre banc d'essai. Ici, on teste les équipements de câblage haute tension fabriqués sur place. Mais l'essentiel dans l'entreprise, ce sont les gens. Des conditions aussi favorables que possible leur ont été créées ici. Nous avons des dynasties ouvrières, des personnes qui au total ont travaillé ici plus de 100 ou même 150 ans. Nous avons des couples mariés qui travaillent dans l'entreprise. Nos employés pratiquent activement le volley-ball, le football, le tennis de table, le badminton et jouent aux échecs. Nous organisons des rencontres sportives, nous disputons des matchs contre les entreprises voisines. En général, bien sûr, c'est aussi ce qui unit et soude l'équipe. Nous avons rendu les conditions de travail très confortables pour nos employés. Des bus d'entreprise facilitent leur venue depuis Moscou. Pour les employés qui vivent dans la région, un transport d'entreprise est également prévu. Ils sont transportés en bus confortable entre leur domicile et l'entreprise chaque jour. Nous avons une excellente cantine. Nous avons également une subvention pour les repas. Et il y a une subvention pour l'essence si les gens viennent avec leur propre véhicule. Nous nous souvenons de la victoire de nos ancêtres. Nous avons organisé une flamme éternelle sur notre site. Nous avons organisé la journée de la famille dans notre entreprise et invité les enfants des employés pour transmettre cette histoire aux générations futures.
Et les enfants qui sont venus chez nous peuvent dire avec fierté « J'ai vu comment travaille ma maman, j'ai vu comment travaille mon papa et je suis fière que mes parents travaillent à l'usine Isoliator ». Quand l'usine fête ses 130 ans, elle traverse actuellement une nouvelle phase de développement rapide. Un deuxième site de production est en cours de construction à proximité, ainsi qu'une entreprise distincte en Inde. Les exportations augmentent, des innovations sont mises en œuvre, un travail important est réalisé, y compris dans le Donbass. C'est ce qu'explique le directeur général du groupe de société Isolator, Alexandre Slavinsky. En quoi l'entreprise est-elle unique? L'usine Isolator est-elle vraiment la seule en Russie? Est-ce cela? Dans cette catégorie d'équipements que nous produisons aujourd'hui, c'est-à-dire dans toute la richesse et la diversité de notre gamme de produits, nous sommes la seule entreprise. C'est-à-dire que les autres entreprises qui savent partiellement fabriquer certains produits, qui les produisent d'une certaine manière, mais dans l'ensemble, conceptuellement, dans la classe de tension de 35 kV à 1150 pour tous les types de réalisation, transformateurs, réacteurs, disjoncteurs, il n'existe pas une telle usine en Fédération de Russie. De plus, il n'existe pas une telle usine sur tout l'espace de la CEI, et dans le monde entier, il n'y en a que 7. Qu'est-ce qui rend encore votre production unique? Quelles innovations pouvez-vous appliquer à ce type de production? C'est un vaste champ d'innovation, car la spécificité d'un appareil haute tension, tel qu'une traversée haute tension, offre un immense terrain de recherche. La recherche concerne avant tout de nouveaux matériaux, la recherche de procédés technologiques qui permettront d'utiliser ces matériaux dans la production, de les améliorer d'une certaine manière, de les perfectionner d'une façon ou d'une autre. Cela va des éléments de séchage les plus simples jusqu'au mélange de différents composés. Si nous parlons de résines époxy, il y a des systèmes de traitement et d'amélioration de la qualité de l'huile de transformateurs, c'est-à-dire à la fois en matériaux et en technologie. Et lorsque de nouveaux matériaux sont testés, deviennent adaptés à la production, parfois, pour en faciliter la fabrication, il faut aussi modifier la conception des produits. Si l'on prend nos propres produits, similaires en termes d'utilisation, disons, des années 70 et d'aujourd'hui, pour commencer, ils pèsent 4 fois moins. 4 fois moins? Oui. En termes de poids, il faut dans tous les cas une grue pour le montage, impossible de transporter ça à la main. La quantité de matériaux ayant diminué, le coût de revient a aussi baissé, ce qui relève déjà de l'économie. Et qu'en est-il de la substitution aux importations chez nous? Avez-vous rencontré des défis importants à ce sujet? Comment passez-vous, le cas échéant, à des technologies nationales? Oui. La question de l'innovation, de la recherche de nouveaux matériaux, se heurte toujours à une question. Où ce matériau est-il produit? Notre tâche principale, c'est de tout faire pour non seulement trouver ce matériau non pas ailleurs, mais en Russie, ou aider à y organiser sa production. C'est pourquoi nous participons à un grand nombre de projets soutenus par nos ministères spécialisés, en premier lieu le ministère de l'Industrie. Étant donné que je suis également chef de département à l'Institut d'énergie de Moscou, nous travaillons aussi avec le ministère de l'Éducation. Nous cherchons constamment ensemble des moyens de créer une production russe durable des matériaux et composants que nous utilisons, et pas seulement nous, mais toute l'industrie électrotechnique russe, ainsi que l'ingénierie énergétique. Vous construisez actuellement un autre site, comme nous l'avons entendu. C'est justement pour cela que nous construisons un nouveau site, mais pas tant pour répondre à une demande croissante que pour, comme je l'ai dit, assurer l'autosuffisance de la production russe. C'est-à-dire que là-bas, nous allons d'abord fabriquer des composants et des modules pour notre propre assemblage, des enveloppes d'isolateurs en composite polymère que nous achetons aujourd'hui à l'étranger, mais avec la construction de notre propre usine, nous commencerons à les fabriquer nous-mêmes, c'est-à-dire fabriquer en Russie comme je l'ai dit. Personne ne veut s'en charger, donc nous devrons le faire nous-mêmes. Et qu'en est-il de l'exportation? Tout récemment, nous faisions le bilan de l'année 25 et maintenant déjà du premier trimestre de l'année en cours. Nous approchons déjà des 50%. C'est-à-dire que les exportations augmentent? Les exportations augmentent, mais elles augmentent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que la part de cette augmentation dans notre volume de production ne vient pas du fait que nous réduisons les livraisons à l'intérieur de la Russie, mais bien parce que les exportations augmentent. De nouveaux clients apparaissent, de nouveaux pays.
De nouveaux consommateurs sont attirés? Eh bien, disons que la création de nouvelles capacités est également nécessaire dans cette situation. Quels sont les projets de production? Un nouveau site de substitution aux importations est en développement pour vos objectifs de production. Avez-vous d'autres projets importants ou non? Nous avons sans doute de grands projets de coopération internationale. Dans le cadre du programme de coentreprise, nous construisons actuellement une usine en Inde, où il y aura également un cycle technologique complet de production. Nous avons déjà depuis plusieurs années une coentreprise là-bas, où nous effectuons des opérations d'assemblage et des essais. Nous allons maintenant y créer un site technologique complet, ce qui augmentera le volume global et facilitera la gestion. La production, d'alléger un peu la charge ici et d'y affecter d'autres activités. En Inde, il y a actuellement une énorme demande pour nos produits. Là-bas, tout simplement, Goilro 2, ils connaissent actuellement un bond incroyable, pour ainsi dire. Donc, lors de ce bond, il ne faut pas manquer l'occasion de fournir nos produits, car nos produits fonctionnent longtemps et, avec le temps, nécessitent quand même un remplacement. Autrement dit, en livrant aujourd'hui, disons, 1000 produits en Inde, on peut compter sur le fait que dans 25 ou 30 ans, nos enfants recevront une commande pour encore 1000 produits similaires. Point clé, nos enfants recevront cette commande, puis nos petits-enfants une autre plus tard. Pour les petits-enfants, laissons nos enfants y réfléchir. Penser à mes enfants me suffit déjà. Rédactrice. À part l'Inde, y a-t-il d'autres pays? Au Brésil? Le Brésil, oui. Au Brésil, le projet a une forme un peu différente, mais il s'agit aussi de créer une unité d'assemblage, c'est-à-dire la première étape d'une production d'assemblage qui sera orientée vers le marché de l'Amérique latine. Il est assez grand là-bas, il n'est pas très rentable, mais il est grand. Là aussi, il y a du développement et de la demande. Et surtout, le continent latino-américain ne possède pas ce genre de technologie que nous allons y introduire et maîtriser. Comment préserver ces technologies si nous installons des sites de production là-bas? En fait, lorsque nous parlions d'exportation, nous parlions de l'exportation de produits. Nous avons atteint un niveau supérieur et exportons des technologies. C'est-à-dire que les technologies russes sont considérées comme avancées dans ce domaine et sont bien accueillies. On peut aussi parler de projets de création éventuelle d'une production en Turquie. Voilà, c'est un pays industriellement développé. Nous avions un projet, mais encore une fois, des raisons politiques. Cette fois, de l'autre côté. Nous avons de très bonnes relations et une bonne coopération avec l'Iran. Et j'aimerais vraiment, mais c'est déjà mon souhait personnel, créer encore quelque chose de sérieux. Et en Afrique du Sud. Je voulais justement poser une question sur l'Afrique. Il faut boucler la boucle. Il faut que les technologies du groupe soient présentes sur tous les continents. Je voulais demander, c'est quoi votre rêve? Voilà. Michael, je vous ai tout de suite pris. D'Afrique du Sud. Voilà, tu n'as même pas eu le temps. Afrique du Sud. Et dans la réalisation de tels grands projets, l'État aide-t-il? Et si l'on parle des projets que nous avons aujourd'hui en Russie, alors oui, le gouvernement de la région de Moscou nous aide beaucoup à construire une nouvelle usine, parce qu'elle s'est construite dans la région de Moscou. On a aussi reçu un terrain via un programme préférentiel. Et nous bénéficions du programme de financement de prêts industriels pour la construction d'usines dans le cadre du programme de substitution aux importations. Autrement dit, l'intérêt de l'État est évident ici. De plus, il y a la participation de différents fonds, des initiatives technologiques, des subventions. Nous remportons des travaux de R&D qui sont financés par l'État, soit directement, soit par l'intermédiaire de cette structure. Par exemple Rossetti et d'autres organisations également. Et qu'en est-il des projets d'exportation? Les projets d'exportation, oui, nous collaborons avec le Centre russe d'exportation. Il nous subventionne pour l'organisation de notre participation aux expositions. Nous étions récemment en Arabie Saoudite. Et avant cela, nous avons participé à une exposition, je crois, en Inde, où notre participation a également été subventionnée. Un programme de soutien existe pour ceux ayant un potentiel d'exportation ou fournissant à l'étranger. Le transport y est également subventionné, ainsi que la réalisation de tests dans le pays où vous souhaitez exporter. Pour construire des usines, seuls des partenaires sont impliqués, non? Il faut donc en trouver pour créer l'entreprise. L'État ne finance pas cela. Et Dieu merci, il n'en donne pas.
Parce que tout de même, ce qui est construit dans un pays tiers doit être construit aux frais de la personne morale de ce pays tiers. C'est-à-dire que lorsque nous négocions avec nos partenaires, nous disons « Non les gars, nous n'investirons pas notre propre argent au-delà du capital social. Au-delà, nous allons ensemble à la banque, contractons un prêt et, grâce à lui, nous construisons et nous développons. » Et c'est la personne morale enregistrée dans ce pays qui sera responsable de ce prêt et non ses membres ou les investisseurs venant d'un autre pays. Parce qu'investir de cette manière, c'est un risque insensé. Donc il suffit en fait que vous exportiez déjà des technologies russes et du savoir-faire, oui. Tout en conservant absolument les droits, et le centre de compétences reste en Russie. Parce qu'aucune de nos co-entreprises à l'étranger ne sera capable de concevoir seule le moindre modèle. Le plus important, ce sont les cerveaux? Bien sûr. Les cerveaux sont entre de bonnes mains. À l'usine Isolateur, nous avons vu une combinaison rare de tradition et de technologie moderne, de stabilité et de développement intensif. C'est probablement là le secret de l'entreprise qui garantit depuis 130 ans à notre pays la fourniture de produits de qualité. Félicitations à l'équipe pour cet anniversaire et plein de succès à venir!